Bonjour à tous, j'ouvre la séance. Nous avons tout juste quorum. Alors je vous demanderai quand même de rester en séance, de ne pas d'avoir d'envie pressante en même temps. Ça nous poserait un problème de quorum. Je rappelle que quand vous sortez pour des risques de conflit d'intérêts qui sont maintenant tellement nombreux par rapport à ce qu'on connaissait il y a quelques années, que heureusement que le législateur a suivi l'évolution jurisprudentielle et permet de baisser la règle du quorum autant que nous sommes obligés de sortir pour éviter les conflits d'intérêts. Sinon d'ailleurs on se retrouverait très souvent en absence de quorum, y compris que ce soit en conseil métropolitain ou au bureau, parce que quand nous votons les subventions à la GURAM, je crois qu'on est une quinzaine de maires à devoir quitter la salle, ce qui est quand même un mouvement assez impressionnant. Sont excusés beaucoup de monde. François Carpentier, qui est représenté par son suppléant Dominique Château, Sylvie Leroux, représenté par son suppléant François Armand, Jean-Louis Ballarini, représenté par sa suppléante Nicole Sevestre, Julien Husson, qui donne pouvoir à Henri Malassé, Nathalie Colin-Sterlet, qui donne pouvoir à Jean-Marie Nicolas, Pascal Hubert, qui donne pouvoir à Anne-Marie Linden, Marilyn Weber, qui donne pouvoir à Walter Kurzmann, Sébastien Marc, qui donne pouvoir à Jérémy Roch, Dominique Strebli, qui donne pouvoir à Stanislas Miarowski, Anne Dossan-Weissmann, qui donne pouvoir à Caroline Audoui, Pauline Schlosser, qui donne pouvoir à Xavier Bouvet, Amandine Lavoisier-Merlet, qui donne pouvoir à Béatrice Agamemnon, Bob Delatari, qui me donne pouvoir, François Loge, qui donne pouvoir à Roger Pelletier, Yamuna Belkala, qui donne pouvoir à Irfan Chouika, Daniel Bory, qui donne pouvoir à Marina Véronneau, Anifa Guermiti, qui donne pouvoir à Denis Marchetti, Guy Rice, qui donne pouvoir à Laurent Dapp, Martine Nicolas, qui donne pouvoir à Pascal Audy, Michel Torlotin, qui donne pouvoir à Yves Dieudonné, Philippe Manzano est excusé, Pierre Fachot donne pouvoir à Jean Combel, sont excusés également Fatia Ada, François Henrion, Daniel Baudouin et Bertrand Duval. Ensuite, Alain Pierret donne pouvoir à Cédric Goutte, Timothée Bord à Patrick Thiel, Philippe Gleiser à Nathalie Spormeyer, Éric Lucas à Blaise Staffner, Claire Ancel est excusée ainsi que Claude Valentin, Anne Semar arrivera en retard et donne en attendant pouvoir à Hervé Niel, Califé donne pouvoir à Anne-Fritz Renard, Isabelle Viala donne pouvoir à Jacqueline Schneider et Gertrude Gokal-Job sera en retard. Voilà. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais ça fait beaucoup de monde. Voilà. Bon. Je vous propose de désigner comme secrétaire de séance M. Nicolas Carman, directeur général adjoint des services. Pas d'objection. Vous êtes tous d'accord de lui confier cette tâche. Bon. Donc, je soumets à votre approbation l'arrêt du procès-verbal du Conseil métropolitain du 3 avril 2023. Voilà, pas d'observation, pas de demande de complément. Je vous remercie. Alors, on passe au point numéro 1, ZAC du quartier de l'Amphithéâtre, projet de modification du périmètre et de modification du dossier de création et du dossier de réalisation, lancement de la procédure de concertation préalable avec le public. Donc je donne la parole à M. Henri Hasser. Oui, merci Monsieur le Président. Donc, comme le dit l'intitulé de ce point, il s'agit de procéder à la modification du périmètre de la ZAC de l'amphithéâtre. Je vais peut-être vous rappeler au préalable un certain nombre d'éléments concernant cette ZAC qui a été créée en 2000 pour une surface au sol de 37 hectares et 85 arts. Surface de la ZAC à l'époque était de 36,6 hectares. Quand je dis la ZAC, c'est les terrains qui vont du centre Pompidou jusqu'à la rue Lothaire et qui vont de l'avenue André Malraux jusqu'à la voie ferrée. En plus, était compris dans cette ZAC en 2000 et en 2010 les 0,8 hectares de secteur Louis Le Débonnaire qui étaient destinés au départ à faire passer le métis,
qui, comme vous le savez maintenant, il devait rejoindre Marly, en passant par Magny, prendre un peu la clé des champs et puis revenir sur Marly. Cette option n'étant plus d'actualité, il est proposé d'intégrer ce reliquat de parcelles dans la partie constructible de la ZAC. On vous propose aussi de rajouter des terrains qui ont fait l'objet d'un repérage au niveau du PLU de la ville de Metz, puisqu'ils sont grevés d'un droit des PU. Il s'agit des terrains Belchamp. C'est les parkings. Le parking, pour ceux qui connaissent, c'est le parking du... Je ne sais jamais si c'est un Auchan ou un Match, alors je vais faire une bêtise, quoi. C'est un Match, très bien, merci. Donc il s'agit des parkings du Match, qui, dans le cadre d'un accord avec Match souhaitant garder un parking d'environ une centaine de places immédiatement devant son commerce, préfère ne plus avoir à gérer le reste. Et puis, suite à un avis de la MRAE, la mission régionale de l'environnement, enfin oui, j'oublie toujours, l'environnement, non, mais c'est d'autorisation environnementale, pardon, c'est toujours le A qui me pose un problème. Compte tenu du travail que nous avons effectué sur le PLUI et sur le plan paysage à partir du SCOT, la MRAE considère que l'opération Ranconval doit être intégrée à l'opération de la ZAC de l'amphithéâtre parce qu'il s'agit pour elle du même périmètre fonctionnel et que ces deux territoires se retrouvent au bord de la même trame bleue que constitue la Seille. Alors si cette position nous a paru un peu interpellative au départ, on a pu constater qu'effectivement, ça nous permet, en termes de procédure, de gagner pratiquement 18 mois de procédure en intégrant le projet Ranconval au dossier de modification de la ZAC de l'amphithéâtre. Ce qui porterait donc, si ces modifications arrivent à terme, une surface de ZAC de 41 hectares et 20 centiares, toujours 36,6 hectares pour la ZAC initiale, 0,8 hectares pour Louis-le-Débonnaire, 1,2 pour Belchamp et 2,6 pour Ranconval. Alors la délibération qui vous est proposée ce soir entame la procédure de concertation au public qui va se durer sur plus d'une année avec une nouvelle intervention de la MRAE, c'est-à-dire qu'il y a une première concertation qui va durer 2 mois, qui fera l'objet d'une étude, d'un rapport fait par les services. Ce rapport sera adressé à la MRAE qui donnera un avis, qui nous dira si l'opération peut se poursuivre. Et si oui, il y aura une seconde concertation qui tiendra compte des demandes formulées par le public et formulées par la MRAE. Voilà, et la motion est en conséquence. Bien. Alors, Monsieur Roch et Madame Grollet, oui, c'est ça. Elle est où, Madame Grollet? Ah oui, derrière, oui. Allez-y, Monsieur Roch. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Vous nous proposez aujourd'hui d'étendre le périmètre de la ZAC du quartier de l'amphithéâtre avec pour objectif d'y intégrer la traversée Belchamp et Ranconval en rendant ainsi la ZAC multisite. Nous ne nous opposerons pas à ce point qui nous semble aller dans le bon sens pour l'équilibre financier de la ZAC et pour la rapidité d'exécution des opérations à Belchamp, à Ranconval, mais nous souhaitons mettre l'accent sur quelques points d'alerte et poser quelques interrogations. Concernant la requalification et la traversée Belchamp, cela permettra bien entendu une continuité entre la rue Belchamp côté rue Saint-Ami et la rue Jean-Laurin côté avenue Malraux. Vous y projetez un parking silo de l'habitat et du commerce, puisque celui-ci est déjà existant. Le parking silo sera-t-il privé ou public, puisque nous pouvons aisément imaginer que, vu le remplissage du parking actuel du Match, pour ne pas le citer, il pourrait être en grande partie rempli de visiteurs du futur supermarché, j'imagine dans le cadre peut-être d'une restructuration du supermarché. Si nous voyons d'un bon œil l'installation d'un parking silo qui fera gagner de la place pour
éventuellement de l'habitat dans ce secteur très recherché? Est-il prévu de mixer les usages de ce parking résidentiel, commerçant, voire parking relais pour la gare non loin et les nombreux frontaliers qui y cherchent une place? J'ai en tête aussi les nombreuses places de parking résidentiel sous le centre commercial Muse. Je parle bien du parking résidentiel, celui auquel on accède par devant, le centre commercial Muse, où j'ai vécu pendant très longtemps. Et je peux vous dire qu'ils sont à plus de 80% vides, la moitié du temps vides. Si des places résidentielles sont nécessaires, les horaires où les riverains sont garés ou les commerces ont besoin de parking n'étant pas les mêmes, un parking à usage mixte serait le bienvenu. Concernant le site Ranconval, nous sommes déjà intervenus à plusieurs reprises auprès de vous sur l'avenir du centre d'intervention et de secours des sapeurs-pompiers de Metz. Cet ensemble de bâtis, je le rappelle, date de 1965, signé Georges-Henri Pingusson, et unique dans sa composition et dans sa préservation intégrale, jusqu'à nos jours, entre les logements, la tour de séchage et le gymnase. Tout cela au cœur d'un environnement historique et naturel exceptionnel entre les bras de la Seille et les remparts. Il est un des éléments les plus remarquables de l'architecture du XXe siècle à Metz, avec l'église Sainte-Thérèse dans le courant de Le Corbusier, Jean Prouvé ou Charlotte Perriand. Depuis de nombreuses années, l'œuvre de Pingusson fait l'objet de nombreuses études, publications et expositions. Nous réitérons notre demande de conserver au minimum la tour d'habitation, la tour de séchage et le gymnase, plutôt que de détruire, de réhabiliter, plutôt que de reconstruire, conformément aux demandes des associations de conservation des édifices de l'architecture moderne, mais également conformément aux principes d'économie circulaire et de réutilisation du bâti existant, plutôt que de créer des déchets et du gravat, principe guidé par les enjeux environnementaux actuels et pressants. Des architectes contemporains sauront très bien en tirer parti pour en faire un écoquartier, dès sa conception et jusqu'à la qualité de vie qui sera produite. Concernant la ligne Métis C, est-ce que vous nous confirmez que celle-ci passera bien au cœur du quartier Ranconval, le plan n'étant pas très clair sur la ZAC? Et en attendant l'aménagement de ce quartier avant 2026, comment est prévu le demi-tour du Métis sur l'avenue? Concernant enfin l'aménagement dans la poursuite du quartier, rue des Messageries jusqu'à rue Lothaire, si nous ne pouvons que valider les plans prévus à l'heure actuelle, nous nous inquiétons néanmoins de la continuité architecturale et urbanistique du bâti de ce quartier, résolument contemporain. Dans les premières phases, il a été fait le choix de bâtiments souvent remarquables par leur architecture, mais qui respectent l'alignement de la rue et les hauteurs. Nous nous félicitons de la végétalisation des toitures et des espaces, qui n'était pas forcément le cas dans la première phase du quartier, dans un quartier qui en a vraiment besoin, mais nous souhaitons que soit conservé ce principe dans une volonté de ne pas créer de rupture urbaine dans ce quartier contemporain. Nous nous réjouissons d'ailleurs également de la place pour le vélo, qui n'était clairement pas à la bonne place dans les premières phases du quartier. Nous nous réjouissons de la trouée vers le parc de la Seille et de l'aménagement du talus de la voie de la ceinture ferroviaire de Metz, qui reste à l'heure actuelle une barrière et une verrue, vu le manque d'entretien de l'espace par les services ferroviaires. Je réitère également la nécessité du passage d'une ligne de transport en commun rue des Messageries. C'est bientôt 1500 habitants qui viendront s'ajouter aux milliers déjà sur place. Ces habitants ont le droit à un transport en commun proche de leurs habitations, dont en plus dans un quartier neuf. Je rappelle que la ligne 5 devait passer initialement rue des Messageries, ça n'a malheureusement jamais été le cas, du fait de voiries inadaptées. Il est temps d'agir avec cette deuxième phase pour le permettre. Est-il prévu de corriger cette erreur du passé? Je vous remercie. Bien. Madame Grollet. Merci, Monsieur le Président. Mon collègue parlait tout à l'heure de rupture urbaine dans ce quartier contemporain qui serait inquiétante selon lui, qu'il ne faudrait pas qu'il y ait de rupture dans ce qui a été réalisé. Eh bien, moi je pense qu'au contraire, ce qui est fait aujourd'hui témoigne de défaut de conception dans cette ZAC de l'amphithéâtre. Et que l'on a été quand même un certain nombre à pointer au fur et à mesure des années et des constructions, que vous avez voté et soutenu en tant que membre de l'exécutif, mais que beaucoup de vos colistiers messins ne manquaient pas de critiquer le manque de stationnement, le manque de verdure, bien sûr. Et au lieu d'utiliser donc cet espace qui est encore disponible pour remédier à ces défauts, eh bien, ce qui est proposé, c'est une extension donc, pour mettre les parkings au Sablon, dans le quartier du Sablon.
quartier du Sablon, dont les habitants se plaignent énormément du manque de stationnement, puisqu'on sait bien que plus le stationnement payant s'étend, plus les gens vont chercher des places en périphérie, et c'est vraiment un souci pour ces habitants et qui s'interrogent sur ce nouveau parking, pour savoir s'il va leur être aussi accessible ou être prévu, comme c'est indiqué dans les textes, en priorité pour les habitants et les usagers, nombreux usagers de la ZAC. Quant à la verdure, eh bien, oui, il y a une extension du périmètre qui annexe en fait une partie du parc Jean-Marie Pelt, qui s'étend vers le parc Jean-Marie Pelt, et il y a des immeubles végétaux ou végétalisés. Dans le reportage qui a été consacré à Moselle TV, qui a eu la primeur de ce débat avant les élus, il était question d'immeubles végétaux, et je voulais demander si c'était une erreur de concept ou s'il s'agit simplement de végétaliser les toitures et de mettre un peu d'espace vert autour des bâtiments. Dernière question, y a-t-il besoin de 600 logements neufs? Je ne vais pas revenir sur ce débat qu'on a eu assez récemment. Oui, mais vous aviez déjà répondu d'ailleurs sur Moselle TV. Les gens vont vers les communes périphériques, mais il y a aussi une demande de vivre plus à la campagne, dans des communes de taille plus humaine. Et il faut l'entendre, au lieu de penser que tout le monde rêve de venir s'agglutiner en fait dans les zones déjà très denses. Je répète et je répéterai toujours qu'il y a à Metz 8000 logements vacants. Certes, ils ne sont pas tous, loin de là, utilisables dans un délai assez rapide, mais il y en a un certain nombre dont la vacance est due tout simplement au fait que le neuf est plus intéressant et plus rentable à construire, et c'est un investissement plus rentable que de rénover, mais si on veut vraiment un urbanisme durable, il faut en prendre les moyens. Quant à l'extension à Ranconval, oui, il y a des raisons très matérielles qui permettent de gagner du temps dans la réalisation de ce projet, qui a tout de même oui, fait déménager les pompiers et donc les éloigner dans l'essentiel de leur mission, la majorité de leur mission reste toujours sur Metz, et ça n'est pas leur intérêt, du moins ça n'est pas ce que eux-mêmes disent. Je terminerai juste sur le point suivant pour dire que mon collègue et moi-même, nous ne participerons pas au vote, plutôt que de refaire la demande de parole, revenir prendre le micro dans cette salle qui n'est vraiment pas pratique pour nous, qui n'est pas très fluide en fait pour les échanges, et on se demande encore et toujours pourquoi on ne profite pas de l'amphithéâtre, de l'hémicycle de la région pour se réunir. Ça serait quand même bien agréable et pratique. Bien, merci Madame Grolet. Monsieur Hasser, répondez en tant que rapporteur. Bien, en ce qui concerne les remarques de Monsieur Roch, concernant l'hypermarché ou le supermarché Match, voilà, décidément, je ne m'y ferai pas. Excusez-moi, je bute toujours. C'est avec eux que nous avons travaillé leurs besoins en parking. C'est eux qui nous disent qu'en fait, ils ne souhaitent pas avoir un parking de plus de 80 à 100 places, qui correspond en fait à leurs besoins en période de pointe. On a travaillé avec eux. Donc ça permettra de fiabiliser les décisions qui sont prises dans le cadre de la modification du périmètre de la ZAC. Concernant la deuxième tranche de la ZAC, elle reste dans l'esprit d'un quartier du XXIe siècle, avec un nouvel architecte qui s'appelle Clément Blanchet, dont vous avez sans doute déjà entendu parler, qui travaille beaucoup sur les axonométries des bâtiments et sur la possibilité pour chaque occupant de logement d'avoir des vues dégagées et de ne pas buter sur la façade d'un autre immeuble ou d'avoir des inconvénients de ce type. Donc ce travail, il est fait avec de toutes nouvelles axonométries, et plusieurs séances de travail ont été montées là-dessus pour bien prendre conscience de l'importance de ce dossier. Ce sont des bâtiments qui seront bien sûr conformes à la RT 2020, et c'est des bâtiments qui font place large d'abord
à l'habitabilité au sein des logements, c'est-à-dire qu'on va veiller à ce que les chambres soient de surface suffisante, les séjours, et que des familles entières puissent vivre dans ces logements avec une typologie de logement qui se rapproche plus du T3, T4 que du T1, T2, qui ne correspond absolument pas à des logements pour des familles. En ce qui concerne les parkings silos, sur la deuxième tranche sont prévues des places de parking pour les logements sous les bâtiments, mais pas pour les visiteurs. Donc les parkings silos devront être aussi à destination des visiteurs qui prendront la peine de faire quelques pas pour aller dans ce nouveau quartier, qui sera un quartier où les immeubles seront reliés par des modes de déplacement doux, mais pas par un accès véhicule, sauf pour les déménagements, les pompiers, les secours, etc. Donc c'est un nouveau type de quartier qui vient tendre la main à l'existant, comme le dit Clément Blanchet. Je reprends son expression lors de la conférence de presse, tendre la main à la phase qui existe de la ZAC, tendre la main au bas du Sablon, dont il faut bien reconnaître que l'avenue Malraux mérite encore beaucoup de travail, beaucoup de réflexion pour être intégré à une ville pacifiée. Ce n'est pas le cas en ce moment, il reste encore du travail. Et puis tendre la main de l'autre côté à travers le percement sous la voie ferrée, au jardin Jean-Marie Peltre, à la Seille, et puis à l'accès au coteau de la Seille, accès également à Ranconval, puisqu'on a un cheminement doux qui permettra d'y aller. Voilà ce que je peux vous répondre sur ces éléments, sachant que là, on est en phase de départ de la modification de la ZAC et que, bien sûr, il y aura encore beaucoup de réunions de travail et de réflexion, mais il faudra surtout tenir compte également des avis qui seront recueillis au cours des différentes enquêtes qui vont avoir lieu. En ce qui concerne Ranconval, le travail a déjà été fait avec l'architecte des bâtiments de France. Il n'est pas question de démolir la grande tour de logement, il est question de la réhabiliter. La tour de séchage également. Reste quelques interrogations sur les locaux, les hangars, parce que quand on les analyse et quand on regarde, on s'aperçoit que c'est très difficile de les restructurer à cause des hauteurs de poutres, des hauteurs sous plafond, et que c'est difficile de les imaginer en logement. Donc c'est encore un travail à faire. C'est un travail à faire aussi parce que la Ranconval va être à l'entrée du quartier Mazel. Il y a tout un travail à effectuer là-dessus, mais c'est pas encore, rien n'est encore tout à fait abouti. Et puis bien sûr, il y a comme équipement public la nécessité de faire un retournement pour la ligne 3 du TCSP, qui sera à l'intérieur, ce qui justifie d'ailleurs en grande partie l'intégration de ce secteur-là à la ZAC de l'amphithéâtre. Voilà ce que je pouvais répondre rapidement. En complément, on voudrait dire effectivement que c'est plus effectivement un choix pratique et de rapidité suite à la position de la MRAE également qui nous conduit à choisir la solution d'extension de la ZAC à Ranconval. Effectivement que la MRE a fait valoir que c'était la même unité par la Seille, mais est-ce que demain les opérations à Marly devront être des extensions de l'amphithéâtre parce qu'on a le même lien avec la Seille? On pourra se demander jusqu'où on va. En tout cas, effectivement, ça nous apparaît opportun par ailleurs pour gagner du temps. Ensuite, sur les paris architecturaux, effectivement, il y a débat. En tout cas, c'est l'ABF qui dispose. C'est sûr que la tour de séchage a une réelle originalité. D'ailleurs, on la retrouve façon réduite sur le sommet du centre Pompidou. Après, qu'est-ce qu'on en fera? C'est pas du tout un bâtiment facile à reconvertir. La grande tour d'habitat, elle porte une grande signature. Pour autant, il y a assez peu de médecins qui nous ont demandé de la conserver absolument au même titre que la cathédrale, la tour du temple du Garnison ou l'église Sainte-Thérèse. Mais toujours est-il que c'est la position de l'ABF et donc, mais nous la réhabillerons forcément. Ça restera pas l'œuvre originale de Pingusson.
Autrement, ce bâtiment serait inoccupable et ne pourrait pas répondre d'ailleurs aux normes environnementales actuelles. Donc il devrait être pensé. Après ça, bon, garder plus de 100 mètres linéaires de garage au motif que c'est l'ombre portée de la tour sur le sol. Bon, si on ne peut pas y refaire du logement, rappelle que même si le Métis s'arrêtera là à titre provisoire, il n'est même pas adapté pour servir de garage à Métis. Voilà, donc prends débat, on étudie toutes ces solutions de voir comment faire du logement à la fois écologique et habitable dans un cadre imposé comme celui-là, s'il est au bout du compte, on verra bien. Je rappelle qu'à l'époque, l'ABF était hostile à la création de Ranconval. Je veux dire, comme quoi chacun a médité, comme d'ailleurs, je ne sais pas si elles avaient été sollicitées ou pas sur les Tourcoings, et je ne sais pas si aujourd'hui elles étaient abandonnées, ce qu'on voudrait en faire. Bon, on peut considérer que ce sont des grands gestes architecturaux. Je dirais, il y a débat pour l'instant. Ce qui nous importe, c'est de réussir effectivement la transition de Ranconval avec un écoquartier qui s'intègre parfaitement entre le boulevard de Trèves rénové, la porte des Allemands, le quartier Outreseille qu'on tient à requalifier, et en faisant d'un trait d'union entre le cœur historique de la ville et les quartiers est qui commencent à Bellecroix, ce qui aujourd'hui est plus une ligne de démarcation. Oui, la ligne C du Métis s'arrêtera dans le projet imaginé à Ranconval. Avant, il fera demi-tour place Mazel. Je crois que c'est ce qui a déjà été expliqué. Sur l'amphithéâtre, oui, nous serons en rupture, ne vous en déplaise, Monsieur Roch, avec l'amphithéâtre 1, d'un avis assez unanime. Les Messins regrettaient le caractère extrêmement minéral, on ne va pas dire brutal, de l'architecture de l'amphithéâtre. Alors Madame Grelet dit oui, mais vous avez voté pour et c'est tous pour. Il y a une pratique quand même dans la métropole qui a toujours été à la CA2M et que c'était notre vision des choses avec Jean-Luc Baule et que je poursuis, qui est que ce soit d'abord les élus municipaux qui aient la main sur les opérations d'urbanisation et sur la physionomie future de leur commune. On ne peut pas rappeler que la métropole est là pour faire ce que les communes ne peuvent pas seules, feraient moins bien seules. Elle n'est pas là pour décider à la place des communes ce à quoi les communes doivent ressembler. Et je n'ai jamais partagé les paris architecturaux de mon prédécesseur à la mairie et de son premier adjoint. Mais à l'époque, je m'occupais de Voipy et chaque maire, autant nous étions ensemble mobilisés sur le projet Pompidou, nous avons pleinement partagé, autant l'aménagement de la zone, je veux dire, était plutôt à la main de mes prédécesseurs à la mairie, même d'ailleurs dans les fonctions qu'ils occupaient à la métropole. Et pour notre part, notre équipe municipale a souhaité une rupture dans l'urbanisme et un pari végétal beaucoup plus prononcé. Nous ne considérons pas que le jardin Jean-Marie Pelt est le solde de tout compte de la végétalisation de ce secteur. Et c'est bien le pari que nous prenons. Après, nous prenons celui d'une circulation apaisée, mais en même temps, nous voulons répondre aux besoins de stationnement, qui a toujours été insuffisant. Et là, c'était le pari de mon prédécesseur qui pensait qu'en ayant moins de places de stationnement, il y aurait moins de voitures, comme si les gens n'avaient des voitures que parce qu'ils avaient des places de stationnement, et nous en souffrons. Et vous l'avez vous-même relevé, Monsieur Roch d'ailleurs, on a dans le périmètre de la gare pas suffisamment de stationnement, et vous nous dites oui, mais Muse est vide, sauf que Muse est un stationnement privé. Je veux dire, Muse est fermé la nuit. Voilà, Muse est fermé la nuit, ça a été conçu comme ça. On aurait très bien pu imaginer un parking public et qui soit utilisé avec une convention avec Muse. Ça a été conçu comme ça parce que mon prédécesseur considérait qu'il n'y avait pas besoin de davantage de place. Donc, lorsque nous avons découvert que pour Kinépolis,
il aurait fallu réaliser un parking public de 400 places d'un coût de 7 millions d'euros pour la métropole. J'ai effectivement considéré que nous n'avions pas à engager la métropole dans une dépense de 6 millions d'euros en terrassement des pollutions pour taper dans la butte, plus 1,2 million de subventions de subventions d'équilibre aux concessionnaires pour un parking public qui serait délégué à un concessionnaire. Et ça nous reviendrait encore plus cher si nous le faisions en gestion propre. Donc j'ai invité, je crois que ça c'est fait, Kinépolis à se rapprocher de Muse pour qu'ils aient effectivement une convention et qu'on optimise l'utilisation du parking Muse. Ça ne fait pas pour autant, un parking public. Mais nous avons vraiment présent à l'esprit l'augmentation en sollicitant davantage les promoteurs, de répondre aux besoins de stationnement, même si nous souhaitons à l'intérieur des flux apaisés et une meilleure part faite, notamment aux voies douces et aux pistes cyclables qui ont été négligées. Je pense, vous évoquez la rue des Messageries. Je vois la grande difficulté de faire passer aujourd'hui des transports en commun, alors même que les vélos, que les pistes piétonnes et pistes cyclables ne sont pas bien distinctes et que les terrasses envahissent souvent d'ailleurs la partie piétonne et donc obligent les piétons à aller sur la piste cyclable. Donc on ne peut pas faire impunément un maximum de mètres carrés à vendre au détriment des espaces publics. Et je pense que si on avait vendu plus cher d'ailleurs les mètres carrés commercialisés, on aurait pu en faire moins sans davantage déséquilibrer le bilan d'un ZAC. Je rappelle que j'ai augmenté de près de 50% immédiatement les droits à construire dédiés à l'investissement locatif par rapport à ce qu'ils étaient antérieurement. Donc Madame Grolet, si je peux être d'accord avec vous, quand vous évoquez une rupture urbaine souhaitable, je ne peux pas du tout l'être avec vous quand vous contestez la nécessité de construire des logements. D'abord, vous dites, des gens demandent de vivre à la campagne, il faut les écouter. Mais on les écoute énormément. Le problème, c'est que même vont vivre à la campagne des gens qui souhaiteraient vivre plus près de leur lieu de travail et qui ne trouvent pas du logement accessible, du logement abordable, plus près de leur lieu de travail. Et donc, ce n'est pas un choix de vivre à la campagne qui serait souhaité et que nous contrarions. Au contraire, c'est un choix souvent qui est subi parce que la métropole, la ville de Metz, la métropole, notamment la première ceinture, n'offre pas suffisamment de possibilités de logement abordable alors que les gens y travaillent ou souhaitent y habiter parce que les services y sont présents. Et d'ailleurs, les restrictions, les très grandes restrictions à la construction sur la ville de Metz ou sur la première couronne, voire même sur la deuxième, pour des motifs écologiques, on a eu ce débat sur le PLUI, sont souvent contre-productifs puisqu'ils ont pour effet non de chasser plus loin des habitants, allongeant d'autant les trajets domicile-travail, donc en étant contre-productifs au regard des objectifs fixés par les grandes lois environnementales. Alors oui, il faut qu'on offre du logement et c'est pas on ne va pas refaire le débat du PLUI que nous avons fait la dernière fois. Vous évoquez toujours les 11 700 logements vacants d'après l'INSEE. Je veux dire, déjà, il faut les diviser par deux quand on regarde les choses de plus près, soit par les services fiscaux, soit par le CALM, qui a fait une étude beaucoup plus fine. Et que par ailleurs, et ça se rapproche beaucoup plus de ce qu'on appelle la vacance frictionnelle, comme il y a du chômage frictionnel, c'est-à-dire le temps de latence entre deux logements, que par ailleurs, il y a une partie aujourd'hui de vacances organisée dans la perspective des démolitions dans le cadre de la rénovation urbaine, mais que par ailleurs, il y avait une vacance structurelle dont nous avions hérité, notamment à Eurométropole Metz Habitat, avec un habitat extrêmement dégradé, justement, nous sommes en train de conquérir. Mais tout cela ne répondra pas à la demande de logement qui aujourd'hui existe,
et n'est pas satisfaite et qui s'accroîtra tant avec la cohabitation qu'avec la dynamique économique, la dynamique d'emploi du sillon lorrain, notamment d'ici au Mosellan, et ce jusqu'au Luxembourg. Donc nous avons besoin de logements, nous avons besoin de logements adaptés, nous avons besoin de logements performants sur le plan énergétique, et qu'il faut aussi entendre ceux qui souhaitent habiter à Metz ou qui souhaitent y rester dans de meilleures conditions qu'aujourd'hui. Voilà ce que je pouvais répondre en complément d'Henri Hasser. Bien, alors, sur ce, nous passons au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc 2 voix. Les autres votent pour. Je vous remercie. Et nous passons au point numéro 2, l'approbation de la modification numéro 1 du règlement du site patrimonial remarquable de Sichazel. Et je redonne la parole à M. Hasser. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, ce point a failli arriver plusieurs fois au Conseil métropolitain. Simplement, la métropole, la ville de Sichazel, la métropole, ont fini par trouver un accord avec l'architecte des bâtiments de France. Malheureusement, ce n'était plus lui ou le préfet du département qui était en capacité de signer les termes de cet accord dans le cadre d'un arrêté préfectoral, mais le préfet de région, ce qui a très largement ralenti la procédure, puisque nous avons dû retirer ce point, je crois, 2 fois de l'ordre du jour du Conseil métropolitain parce que nous n'étions pas en position du courrier signé par le préfet de région. Alors je peux vous assurer ce soir que si nous le votons, nous avons ce courrier du préfet de région qui nous donne son accord sur cette modification numéro 1 du règlement du site patrimonial remarquable de Sichazel. Voilà. Et la motion est en conséquence. Bien. Y a-t-il des demandes d'intervention? S'il n'y en a pas, on passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité. Point numéro 3. Je vous rappelle que, alors, on a 3 motions à voter. Je les mettrai successivement aux voix. Donc, la première, par délibération du Conseil du 3 avril, M. Geoffrey Schutz, Mme Rachel Burgy et 7 élus de Montigny ont été installés en qualité de conseiller métropolitain titulaire. M. Antoine Dor et Mme Aline Weber ont fait part de leur souhait de changer de commission d'études thématiques. Donc je vous propose de modifier les appartenances aux commissions de la façon suivante. Donc Jean-Luc Baul désigné à la commission culture et sport, Christiane Greiner à la commission cohésion sociale, Véronique Kremer à la commission transition écologique et à la commission déchets, Ariel Schwartzberg à la commission cohésion sociale, Dimitri Sokolovski à la commission relations internationales et transfrontalières, tourisme et promotion, ainsi qu'à la commission culture et sport, Salvatore Tabone à la commission logement, ainsi qu'à la commission économie et aménagement économique, Lucien Vetch à la commission logement, Geoffrey Schutz à la commission culture et sport, Rachel Burgy à la commission transition écologique, Antoine Dor à la commission eau énergie à la place de la commission transition écologique, Marilyn Weber à la commission urbanisme à la place de la commission mobilité infrastructure voirie et à la place de la commission cohésion sociale. Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions? C'est adopté à l'unanimité. La motion 2, il vous est proposé de reconduire Jean-Luc Baul en qualité de membre de la commission d'attribution du fonds de concours. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je n'en vois pas. Motion 3, Madame Aline Weber fait part de son souhait de ne plus siéger en qualité de membre suppléante de la commission d'appel d'offres. Il est donc proposé de la retirer de cette commission. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité. Bien. Eh bien, on passe au point numéro 4. Il s'agit de redésigner des représentants de l'Eurométropole dans divers organismes.
D'abord, je vous demande si tout le monde est d'accord pour que nous votions à main levée et pas à bulletin secret. Il n'y a pas d'avis contraire. Bon, vous avez décidé de ne pas y passer la nuit, c'est bien. Donc, je vous propose, vous mettez le tableau, voilà. Alors, au CHRU de jury, on vous propose Geoffrey Schutz en remplacement d'Armel Huet. Ensuite, à mission locale du Pays Messin, pareil, Geoffrey Schutz en remplacement d'Armel Huet et Christiane Greiner en remplacement de Marilyn Weber. Au SCOTAM, représentant suppléant Geoffrey Schutz en remplacement d'Armel Huet. Alice Fattès, donc Geoffrey Schutz en remplacement d'Armel Huet. Au collège Jules Lagneau, la même chose. Au lycée Robert Schumann, idem. À la fondation ID plus Lorraine, nous vous proposons de désigner Martia Mana. Au comité syndical du syndicat mixte ouvert des ports lorrains, on a syndicat que je préside au titre de la région, nous avons ouvert aux collectivités territoriales la participation avec voix consultative et je vous propose de nommer Henri Asser. Voilà. Au Centre Pompidou, je vous propose Jean-Luc Boll. À l'Association des Amis du Centre Pompidou aussi, ainsi qu'à l'Association Conférence Nationale Permanente du Tourisme Urbain. Et à France Urbaine, où il co-préside d'ailleurs la commission tourisme, ainsi qu'à l'agence Inspire-Metz, et à la SPL, donc Metz Métropole Moselle Congrès, à la SAREM, à l'École supérieure d'art de Lorraine. Il retrouve les désignations où il était, hein, je vous le rappelle, hein, quand même, pas des choses. Au TAM, nous vous proposons un autre Montignien, Salvatore Tabonne, ainsi qu'à la SEM-TCRM, qui est en voie de dissolution. Au collège Jean Mermoz de Marly, nous vous proposons Lucien Vetch, ainsi qu'au lycée du BTP de Montigny-les-Metz. À la régie Aganis, on vous propose Véronique Crémer. À la régie de l'eau, on vous propose Jean-Luc Boll, Lucien Vetch, Véronique Crémer, Salvatore Tabonne. Et c'est fini, voilà. C'est bon. Bien, est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions? Et il n'y en a pas, donc ils sont désignés. Alors, point 5. Donc c'est la convocation de la commission consultative des services publics locaux dans le cadre du renouvellement de la délégation de services publics transport. Donc je vous rappelle que le contrat de délégation de services publics passé avec la Société des transports de l'agglomération de Metz Métropole, donc les TAM, arrive à échéance au 31 décembre 2023 et qu'un avenant d'un an est en cours de finalisation. Le renouvellement d'un contrat de délégation de service public du transport donnera lieu à une nouvelle délibération du Conseil métropolitain sur le choix du mode de gestion de ce service. L'article L. 1413-1 du CGCT impose cependant que cette délibération soit précédée de l'avis consultatif de la commission consultative des services publics locaux. Celle-ci étant consultée par l'organe délibérant, il appartient donc au Conseil métropolitain de convoquer la réunion de cette commission consultative. Ah oui. Ah oui, alors je demande que ceux qui sont membres de la commission consultative sortent. Oui, sortent, le vote pas suffit pas. Donc c'est Pierre Muel, Béatrice Agamemnon, Daniel Defoe, Patrick Grivel et Thierry Horry. Voilà. Oui, c'est les membres du conseil d'administration des TAM. Ah bah toi aussi, le président. Ah oui, il vient d'être désigné, oui. Salvatore, Xavier Bouvet aussi, oui.
Oui, Salvatore. Tous les membres du SADETA, je ne sais pas pourquoi on ne les a pas tous mis. Partez pas trop loin, on vote et vous revenez. Hein. Sauf Béatrice Agamenon, c'est le cas, sera dehors. Bien, alors, qui vote contre? Pardon? Votez contre? Intervention, allez-y, ouais. Vas-y, monsieur Lalou. Merci, Monsieur le Président. Nous avons quelques réserves à émettre concernant la perspective d'un renouvellement de contrat portant sur le service public de transport urbain, ou en tout cas préalable la commission préalable. Il nous semble préférable que notre collectivité opte pour une gestion en régie, car il s'agit d'un service public. Actuellement, la direction est confiée au groupe Keolis qui est dans une logique comptable et de rentabilité, ce qui est toujours problématique car cela se fait avec l'argent public. De surcroît, nous savons que les conducteurs sont pressurés, que les conditions de travail des salariés se dégradent, ce qui au passage ne peut que renforcer l'appel d'air en faveur du Luxembourg et donc aggraver la pénurie de conducteurs en Moselle. Ces conditions sociales éprouvantes ne peuvent qu'affaiblir l'efficience des transports publics. Les élus que nous sommes doivent prendre leurs responsabilités dans la gestion et la direction de ce service, car au moment où tout augmente, à commencer par les impôts de certaines communes de la métropole, et vous en savez quelque chose, Monsieur Grosdidier, eh bien les usages ont droit plus que jamais à un service de transport efficace, durable, pour lequel ils payent, et cela ne pourra se faire sans que les conducteurs ne disposent de conditions de travail sereines et valorisantes. Pour ces raisons, nous vous proposons que l'option de régie directe soit aussi sérieusement étudiée par une commission spéciale dont nous pourrions faire partie. Je vous remercie. Bien. Merci pour votre proposition. Pour ma part, ma religion n'est pas arrêtée en la matière. Je suis très ouvert. Les exemples de transport en régie, je dirais effectivement, beaucoup de services publics sont délégués. Les services publics en régie directe amènent parfois à des augmentations fiscales, plus sûrement que d'autres modes de gestion. Parce que l'avantage de la délégation, c'est qu'au moins le risque est partagé, que le partenaire est engagé. Voilà. Donc, mais effectivement, on peut mettre toutes les options sur la table. Sur ce, je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? 2. Voilà, je vous remercie. Vous pouvez rentrer, sauf Béatrice Agamenon. Ah, oui. Béatrice, tu restes dehors. Voilà, ça t'apprend. C'est dit délicatement. Bien. Alors, le point numéro 6 est la modification des statuts de la SPL Grand Est Mobilité. Et je donne la parole à Jean-Claude Walter. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Alors, par délibération en date du 5 juillet 2021, le Conseil métropolitain a décidé de la participation de l'Eurométropole de Metz au capital de la société publique locale Grand Est Mobilité, aux côtés de la région Grand Est, de l'Eurométropole de Strasbourg, de la communauté urbaine de Reims et Mulhouse-Alsace Agglomération. La société a pour objet de participer au développement du système des transports, notamment ferroviaires, sur le territoire des actionnaires. Le capital social était initialement fixé à 50 000 €, répartis comme suit: 46 000 € région Grand Est et 1 000 € pour chacun des 4 EPCI. Sur proposition de la région Grand Est, une évolution des statuts de la SPL est envisagée, afin notamment de donner délégation au conseil d'administration pour pouvoir augmenter le capital social pour un montant maximum de 40 millions d'euros afin de faire face aux besoins liés au projet de concession sur le matériel ferroviaire, roulant ferroviaire. Limiter le nombre de décisions devant être soumises au préalable à l'accord du conseil d'administration dans un souci de faciliter la gestion de la structure. De préciser l'objet social en mentionnant bien le financement de matériel roulant ferroviaire et la mise à disposition à des exploitants ferroviaires.
supprimer l'article 37 qui allait plus loin que le CGCT en prévoyant que toute modification des statuts est soumise au préalable à l'assemblée délibérante de chaque actionnaire, et supprimer des dispositions transitoires liées à la création de la société. S'agissant de l'augmentation de capital, celle-ci sera portée à 100% par la région sans que les autres actionnaires soient sollicités. Il est ainsi proposé au Conseil d'approuver les statuts modifiés de la SPL Grand Est Mobilité qui sont joints en annexe, les commissions consultées, mobilité, infrastructure, voirie, commission ressources, stratégie, ainsi que le bureau. La motion est en conséquence. Je vous remercie. Y a-t-il des questions? Sinon, qui vote contre? Qui s'abstient? Alors, le groupe uni uniquement. D'accord. 9, c'est ça. Oui, 9. Je vous remercie et Madame Agamenon peut revenir. Voilà. Et c'est moi qui m'en vais, puisqu'on aborde le compte de gestion et le compte administratif. Donc je laisse la présidence au premier vice-président Jean-Luc Bois. Je m'installe. Voilà, merci. Bonjour à toutes et à tous. En l'absence donc du président, Thierry Horry va évoquer le compte de gestion de l'exercice 2022, la métropole de Metz. Oui, conformément à l'article L16-12 du Code général des collectivités territoriales, l'arrêté des comptes de la collectivité territoriale est constitué par le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif après transmission du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. Le compte de gestion retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes selon une présentation analogue à celle du compte administratif établi par l'ordonnateur. Et donc, il est proposé au Conseil d'arrêter le compte de gestion 2022 du budget principal et des budgets annexes de Metz Métropole établis par le trésorier principal de Metz Municipal, dont les résultats budgétaires et le résultat d'exécution sont présentés en annexe des documents que vous avez reçus. La motion est en conséquence. Voilà, merci. Et je propose, s'il n'y a pas de remarques à cet instant, qu'on passe directement au compte administratif et on fera voter ensuite Si tu veux. l'un et l'autre. Donc, pas de souci. Bien, il y a normalement un diaporama qui va vous être présenté. On va commencer bien sûr, comme chaque année, par le budget général. Alors, on est dans un compte administratif, je rappelle, donc on regarde avec le rétroviseur finalement ce qui s'est passé l'année précédente. Donc en année 2022, ça marque finalement le retour à une normale post-crise sanitaire, je mets des guillemets sur le normal, qui n'a pas produit finalement la totalité des effets négatifs initialement craints sur les ressources de l'Eurométropole. En revanche, le déclenchement de la guerre sur l'espace européen, et notamment en Ukraine, dès le mois de février, a aggravé l'envolée des prix de l'énergie et des matières premières, entraînant un niveau d'inflation généralisé qui n'avait pas été observé depuis des décennies, ce dernier s'étant établi à 5,2% sur l'année 2022 concernant l'énergie. Je dis bien à aggraver, parce que je rappelle que les problématiques d'électricité datent de fin 2021 et qu'on avait même, fin janvier, il me semble, fait une motion justement sur la hausse des prix de l'électricité. La guerre en Ukraine arrivant le 24 février, ça n'a pas arrangé les choses, notamment sur les problématiques de gaz. Donc il n'y a pas tout à mettre sur la guerre en Ukraine, mais ça n'a pas arrangé les choses. Alors l'inflation touche bien sûr toutes les collectivités et fragilise leurs finances, nos finances, en renchérissant tant leurs dépenses de fonctionnement que les investissements. Et puis finalement, également, ce que l'on peut remarquer, 2022 est marqué par l'intégration au 1er janvier de la commune de Roncourt à l'Eurométropole d'une part, et par la première année de plein exercice de la compétence voirie départementale d'autre part, suite au transfert qu'il y a eu avec le département. Alors, moins impacté par la situation énergétique que d'autres collectivités, notamment les municipalités, et puis la région, le département par exemple,
et du fait de ressources fiscales qui sont restées relativement dynamiques malgré la crise économique, la situation financière de l'année 2002 de l'Eurométropole est restée stable. Si on rentre un petit peu dans les détails, la suspension de la CVAE demeure une préoccupation, bien sûr. Alors même si l'État compense alors auprès ce que touchait la métropole en 2021, il ne tient pas compte du dynamisme de notre territoire et pénalise le budget métropolitain de près de 1,5 million d'euros. Cette situation n'est pas acceptable, mais elle est connue et finalement elle est récurrente. Souvent l'État supprime un impôt et il le compense, mais il n'y a plus la dynamique. On l'a vu avec la taxe d'habitation, pour les communes, on le voit avec la CVAE pour la métropole. Alors fin 2022, le résultat global de clôture de près de 17 millions d'euros est constaté. L'encours de la dette s'élève à 156 millions d'euros à l'heure où les taux de crédit augmentent, ce qui est intéressant sur le point de vue financier. Je rappelle qu'il fut à un moment donné, mais il y avait de forts investissements bien évidemment, nous avons déjà dépassé les plus de 200 millions d'euros de crédit. On est, j'allais dire, bien, et puis donc on va forcément vers l'avenir très probablement augmenter parce que le PPI va prendre tout son effet dans les mois et années qui viennent. Notre capacité de désendettement à fin 2022 s'établissait à un peu moins de 4 années. Moins de 4 années, c'est en tout cas tous les financiers et les personnes qui s'occupent de finances des collectivités locales ou d'autres vous rappelleront que c'est une excellente gestion, en tout cas sur le plan financier. Je rappelle que nous avons été à un moment donné au-delà de 10 ans. On est à moins de 4 à fin 2022. 2022, c'est le début de la mise en œuvre du plan pluriannuel d'investissement, donc 2022-2026, qui a été adopté par le Conseil métropolitain le 13 décembre 2021. Si on regarde, c'est juste pour relativiser les choses. Effectivement, on va prendre, j'allais dire, de la vitesse, de la rapidité, effectivement, dans notre PPI, mais en fait, il a été adopté en décembre 2021 et 2022, et là, seulement la première année de mise en œuvre, quand même, il faut le rappeler par ailleurs. Alors, nous sommes une métropole engagée dans le développement de notre territoire, avec le souci constant d'être au service des communes. En matière de cohésion sociale et territoriale, la compétence voirie et espace public a mobilisé l'essentiel des crédits, 28 millions d'euros, et affiche une hausse importante par rapport à 2021, presque plus 6 millions d'euros. Nous avons consacré à la construction d'une 3e aire d'accueil des gens du voyage sur le territoire près de 3,7 millions d'euros, après la réalisation en 2021 d'une aire de grand passage permettant ainsi à l'Eurométropole d'être en conformité avec le schéma départemental. Monsieur le Président, à la fin de la présentation des comptes, je me permettrai de faire une parenthèse sur nos investissements sur les gens du voyage et sur l'attitude de l'État vis-à-vis des collectivités, notamment de l'Eurométropole. Je voulais vous le prévenir avant. La politique de l'habitat-logement a vu monter en puissance la délégation des aides à la pierre exercées par la métropole depuis 2021. Ainsi, 2,6 millions d'euros d'aides ont été versés principalement concernant le parc privé. La politique de transition écologique et énergétique au cœur de l'action métropolitaine s'est renforcée avec l'arrêt du plan climat et énergie territorial le 14 novembre dernier. Et le partenariat conclu depuis 2020 avec l'ALEC pour l'accompagnement des habitants dans la rénovation énergétique de leur logement s'est renforcé en 2022, près de 300 000 euros de mobilisés. Donc finalement, après une année 2021 particulièrement importante en matière de travaux dans le cadre de la GEMAPI, l'exercice 2022 a été davantage consacré à la poursuite d'études déjà engagées, notamment sur le ruisseau de Saulny-Voipy, ainsi que concernant l'inventaire des zones humides. En matière de mobilité, divers aménagements cyclables ont été réalisés, notamment au niveau du pont de Verdun à Longeville-les-Metz, et une voie verte a été créée entre les communes de Saulny et de Voipy.
En outre, la création d'un pavillon de la biodiversité au musée de la Cour d'Or a démarré. Il se poursuivra d'ailleurs sur les prochains exercices. Et enfin, la gestion des déchets a à nouveau mobilisé des crédits importants concernant le programme de conteneurisation des déchets, 1,6 million d'euros, ainsi que pour le développement des déchetteries métropolitaines conformément à notre PPI, plus de 300 000 euros de mobilisés. Concernant le développement économique et l'attractivité du territoire, l'année 2022 marque principalement le retour à la normale de l'activité des équipements culturels. Plusieurs programmes de travaux ont été lancés sur les bâtiments concernés, notamment l'aile des Trinitaires au musée de la Cour d'Or et la rénovation du bâtiment de l'Opéra-Théâtre. Sur le plan du développement économique et numérique, le soutien à l'agence d'attractivité Inspire-Metz a été réévalué afin de lui confier la réalisation de nouvelles campagnes d'attractivité, près de 3,5 millions de mobilisés. L'Eurométropole a renouvelé son soutien à l'incubateur de start-up The Pool pour 150 000 euros, ainsi qu'aux divers acteurs en matière d'attractivité économique et de création d'emplois pour près de 400 000 euros. Par ailleurs, la métropole s'est lancée dans la démarche territoire intelligent et durable et plusieurs expérimentations ont été menées. Enfin, en matière d'enseignement supérieur, l'Eurométropole avait répondu à l'appel à projet régional Pacte compétences 2021-2023. À ce titre, 264 000 euros de soutien ont été versés à l'Université de Lorraine, l'École nationale supérieure des arts et métiers et Centrale Supélec. Par ailleurs, outre le renouvellement des soutiens aux écoles et universités du territoire, l'Université de Lorraine, Georgia Tech, Centrale Supélec, l'Eurométropole a acté son entrée au capital de la Fondation universitaire de coopération scientifique ID plus Lorraine pour 50 000 euros. Enfin, en termes d'attractivité, l'Eurométropole intervient désormais pour soutenir l'organisation du marathon, 140 000 euros, et par exemple le soutien au festival Hop qui s'est élevé à 100 000 euros. Voilà, ça c'est pour le budget principal. Nous avons quelques budgets annexes. Je vais être plus rapide pour ces budgets annexes. Pour le budget transport public, comme vous le voyez, le résultat cumulé est de plus de 9 millions d'euros. C'est un budget intéressant qui voit à la fois le remboursement de l'avance de trésorerie qu'avait fait l'État lors du confinement et des recettes qui sont intéressantes, notamment au niveau mobilité. C'est à la fois grâce à la reprise économique et l'arrivée d'Amazon, entre autres, sur le territoire qui prend quasiment plein son effet, mais ça sera encore mieux normalement cette année. Donc on le verra pour le compte administratif 2023. Et encore une fois, cette année, il n'y a pas de versement du budget général au budget transport, mais je ne suis pas certain que nous arriverons à continuer comme ceci pour les années prochaines, mais au moins il est à constater que ça ne se fait pas encore une fois cette année. Et puis on peut dire que les principaux investissements dans le budget transport, c'est de la mise aux normes des arrêts de bus pour près de 150 000 euros, la réfection des voiries métisses pour 700 000 euros, une mise en accessibilité du réseau pour plus de 400 000 euros et les études de la 3e ligne métisse pour plus de 170 000 euros. Les autres budgets annexes, il y a l'archéologie préventive, il n'y a pas de diapositive, c'est pas grave par ailleurs, avec un résultat cumulé qui est cette fois-ci positif alors que l'année précédente il était négatif et une subvention du budget principal qui est sensiblement identique à ce qui se pratique tous les ans à peu près, 750 000 euros par ailleurs. En ce qui concerne les déchetteries, on est pratiquement au même résultat cumulé entre 2021 et 2022, on passe de 1,3 million à 1,4 million pour les déchetteries et pour les zones en régie. C'est rien de particulier, si ce n'est que c'est la fin des avances au budget principal. Et quant à l'eau potable, c'est le budget annexe eau potable, nous sommes en 2022 quasiment à l'identique de ce qui se pratiquait en 2021, puisqu'on est à 250 000 euros de résultats cumulés, c'est près de 220 000 euros en 2021. Alors bien sûr,
Les motions, Monsieur le Président, sont en conséquence au niveau des comptes administratifs avec des motions qui vous demandent à la fois d'approuver les sections d'investissement, les sections de fonctionnement, je ne les lis pas bien évidemment, et les résultats de clôture pour l'ensemble et les résultats cumulés pour l'ensemble de ces budgets annexes. On vous invite à arrêter les résultats définitifs et les montants définitifs de ces budgets. Il y a une motion numéro 2 qui est le bilan des autorisations de programme de Metz Métropole au 31 décembre 2022 et qui vous invite à les valider et les approuver également par ailleurs. Voilà pour ce que nous pouvions dire en termes de chiffres pour le compte administratif et le compte de gestion. Et comme je l'ai indiqué, Monsieur le Président, je voulais intervenir sur la partie gens du voyage parce que, comme vous avez pu le constater, en 2022, nous avons investi 3,7 millions d'euros pour ces citoyens. Je voudrais simplement donc ouvrir cette parenthèse sur ce domaine pour dire que finalement, les relations des collectivités locales et sur le domaine ou la problématique des gens du voyage avec l'État, c'est les 3D, désengagement, duplicité et différence de traitement. D'abord, en introduction, dans la partie désengagement, je voudrais dire que tout citoyen, bien sûr, a le droit de choisir son mode de vie. C'est légitime et respectable par ailleurs. Mais on peut se poser la question, est-ce que les autres citoyens qui n'ont pas choisi ce même mode de vie doivent-ils financer celui-ci? Pose la question. Deuxième question que je pourrais poser, les gens du voyage, ce sont des citoyens, pour l'essentiel des citoyens français, il y a quelques étrangers, mais pour l'essentiel des citoyens français, ils font partie de la communauté nationale. Et finalement, il y a plusieurs années, l'État a fait, donc il y a plusieurs années, le choix de se décharger sur les collectivités locales. On a l'habitude, c'est-à-dire qu'il y a une charge financière, l'État ne veut pas payer, donc il se dit, tiens, j'ai une bonne idée, je vais demander aux collectivités locales de le faire. Alors ça a été le cas pour les gens du voyage, ça a été le cas pour la GEMAPI. On a tous un exemple où l'État auparavant payait ou assumait ses responsabilités financières, et maintenant ce sont les collectivités locales qui doivent le faire par ailleurs. Ça, c'est le désengagement. Je dirais, s'il y avait des engagements et aide à côté et soutien et partenariat à côté, pourquoi pas. Mais permettez-moi de vous rappeler mes quelques expériences de maire depuis 2008 sur ce domaine des gens du voyage et notamment sur la duplicité. Excusez-moi, je ne vois pas d'autres termes à donner vis-à-vis de l'État. D'abord, en 2008, j'ai été élu maire de Marly, je n'avais pas d'aire d'aire d'accueil de gens du voyage. On m'a dit, monsieur le maire, faites une aire d'accueil et vous serez donc aidé et soutenu par l'État. Je l'ai fait 2 ans après. Et donc 2 ans après, j'ai subi, comme d'autres collègues, des envahissements illicites. Et on m'a dit, oui, mais votre métropole n'est pas en règle. Donc, sous la présidence du président Beaule, on a mis en place une aire provisoire de grand passage cette fois-ci. Mais ça ne suffisait pas parce que même si la loi ne le précisait pas, l'État, enfin en tout cas les représentants de l'État en Moselle disaient bah, le provisoire, ça, pour nous ça n'existe pas. Enfin dans la loi, il n'y a pas de problématique entre le provisoire et le permanent. Mais bon, admettons. Et puis il y avait des aires d'accueil qui n'existaient pas. Admettons. Donc on nous a tous dit, faites à la métropole ce qu'il faut. Le président Grosdidier l'a fait depuis février, nous sommes en règle. Et à la fois sur les aires d'accueil et à la fois sur l'aire de grand passage. Et maintenant, nouveauté. Vous êtes en règle, mais finalement, il n'y aura pas d'automaticité de l'intervention de l'État s'il y a des installations illicites. Et là, j'en viens au 3e D, la différence de traitement. Je voudrais qu'on s'interroge toutes et tous. Quel message l'État souhaite donner aux collectivités, et notamment à celles qui ne sont pas en règle dans cette affaire-là?
nos collègues qui ne sont pas en règle vis-à-vis de la loi sur les gens du voyage s'aperçoivent que nous mettons beaucoup d'argent pour cette catégorie de citoyens et finalement nous sommes soutenus une fois sur 3, 4 dans le cadre de campements illicites et c'est tout. Quel intérêt? Quel message l'État envoie aux collectivités locales qui ne sont pas en règle? Quel message l'État souhaite donner aux citoyens qui respectent les règles et la loi face à ceux qui la violent impunément? C'est la différence de traitement qui est inégalitaire et donc injuste. Faudra-t-il à l'avenir, pour se prémunir, d'organiser nos polices pour faire face à cette problématique? Faudra-t-il à l'avenir que les citoyens viennent désormais manifester lors d'installations illicites de caravanes pour faire bouger l'État? Voilà autant de questions que je livre à votre réflexion. Merci, Monsieur le Président. Voilà, merci après ce cavalier qui est proposé par notre collègue. Je vous propose de revenir sur le compte administratif et j'ouvre le débat. Est-ce qu'il y a des... Alors, M. Marchetti, Mme Grollet. Mme Grollet, si vous voulez bien, et puis ensuite M. Marchetti. Ça n'est pas longtemps. Non, ça ne sera pas trop long. Merci. Merci, Madame Grollet. En vous lisant, on constate qu'en 2022, période post-Covid, les recettes fiscales, je cite, ont été globalement épargnées. Et que la crise en Ukraine, la flambée des prix de l'énergie ont eu, je cite encore, des conséquences assez limitées sur le budget de Metz Métropole. C'est un tout autre discours que celui qui a conduit le président de la métropole, François Grosdidier, a augmenté les impôts des Messins de 14,3%. Et d'ailleurs, Marly n'a pas été en reste, n'est-ce pas? En 2016, Metz Métropole était sur le podium, souvenez-vous, des plus fortes hausses d'impôts. Monsieur Boll, vous vous souvenez, l'année de tous les dangers, vous le disiez. Et aujourd'hui, c'est la ville de Metz qui se distingue malheureusement avec la semaine dernière 2 reportages de suite dans les médias nationaux. C'est la double peine pour ces contribuables-là, ceux qui subissent également l'augmentation des impôts corrélée à l'inflation et à laquelle s'adapte la grande majorité des maires, ici comme partout en France. De surcroît, Metz Métropole a été gratifiée du fait que la réforme de la taxe d'habitation, laquelle est compensée par une fraction de TVA payée par les consommateurs, là aussi, la flambée des prix alimentaires, la flambée de tous les prix, que les Français prennent de plein fouet, enrichit l'État, enrichit Metz Métropole, 4 millions d'euros supplémentaires à ce budget 2022, et que dire pour 2023, ce sera peut-être le jackpot. Je note également que le produit de la taxe sur la consommation d'électricité, taxe foncièrement inégalitaire finalement, a rapporté plus de 15% de plus à Metz Métropole en 2022. Mais comme le budget de Metz Métropole fonctionne en montagne russe, cette satisfaction actuelle laissera place à l'embarras quand le programme prévisionnel des investissements, qui est très ambitieux, voire démesuré, sera pleinement engagé. Il n'est pas trop tard pour faire des choix raisonnés. Parmi les 400 millions d'euros d'investissement qui sont programmés pour 2022-2026 et qui alourdissent déjà les frais de fonctionnement puisque vous notez que 14 postes supplémentaires ont été créés pour gérer ces ambitions nouvelles. Un mot sur, 3 mots encore. Un sur la compétence déchets. Avec une question, on a constaté le remplacement de paves, de points d'apport volontaire enterrés par des containers à ouverture plus large pour éviter que les déchets qui sont mis coincent. Qu'a-t-on fait des paves qui ont été posées il y a seulement quelques années? Que dit-on aux usagers et aux élus qui faisaient remonter justement ces difficultés et qui se faisaient remballer? Je ne sais pas si le terme est adapté. S'agit-il, puisque je l'ai vu dans ce document, de l'acquisition de PAVA et de la constitution d'un stock de PAVE? C'est à la page 33. Est-ce que c'est ce tour qui a été réalisé? Qu'en est-il? Parce que les gens se posent des questions sur le devenir d'équipements qu'on a achetés il n'y a pas si longtemps finalement.
est posée. Même remarque en lisant qu'il y a eu donc en 2022 700 000 € de réfection des voiries métisses. C'est un vrai tonneau des Danaïdes, c'est vraiment consternant et en venant siéger ici, on ne peut que le constater. Et on s'inquiète en apprenant l'achat au pour ce qui en est des bus eux-mêmes, l'achat donc programmé au même Van Hool des futurs bus métis à hydrogène, alors qu'on a déjà essuyé les plâtres d'une nouvelle technologie avec le même opérateur, 1,9 million de coûts par véhicule et pour ces futurs bus à hydrogène, et le bénéfice part dans une société belge. C'est vraiment dommage. Et un dernier mot sur la compétence des aires d'accueil des gens du voyage, mais là, monsieur Horry, vous m'avez ôté les mots de la bouche. 3,7 millions d'euros en 2022. Et ironie de l'histoire, il s'agit du chapitre cohésion sociale. Et on aimerait que cet effort ne soit pas toujours à sens unique, alors que la cohésion est encore maintenant mise à mal par des occupations illégales, par du vandalisme, que ce soit d'ailleurs sur des terrains publics ou privés. Il est temps de passer à la tolérance zéro pour justement retrouver la paix sociale, et c'en est un prérequis indispensable. Merci de votre attention. Merci, monsieur Marchetti. Oui, merci, messieurs les vice-présidents, chers collègues. Bon, je ne reviendrai pas spécialement sur effectivement le cavalier de monsieur le vice-président aux finances, si ce n'est pour dire que pour moi c'est plutôt de l'ordre de l'obsession, qu'on a des points sur les gens du voyage régulièrement, je pense, dans cette assemblée, et qu'à l'occasion d'un compte administratif, on a la possibilité de débattre voilà, des aspects financiers de la collectivité. En ce qui concerne les gens du voyage, j'aimerais quand même préciser qu'à mon sens, les millions d'euros que vous avez investis dans ces aires d'accueil, j'ai plutôt tendance à penser que c'est le prix que vous accordez à la participation de la police nationale en cas d'occupation illicite, plutôt qu'un directement un service que vous avez voulu rendre aux gens du voyage. Et d'autre part, je note quand même que vous avez ôté les mots de la bouche du Rassemblement national. Alors, nous avons, sur le compte administratif, déjà de nombreuses reprises évoqué nos divergences sur le niveau d'investissement qui serait le bon pour réaliser la transition écologique de notre métropole. Et votre politique se traduit, en effet, entre autres par le fait que nous arrivons donc désormais à 3,5 ans de capacité de désendettement dans ce compte administratif. Alors, nous sommes certes, ça a été dit, au démarrage du PPI, mais ça démontre en même temps que nous avons des marges d'investissement à la métropole. Surtout depuis le vote de ce PPI, beaucoup de choses ont changé. Il y a eu bien sûr la guerre en Ukraine et la volonté de sortir de notre dépendance aux énergies fossiles. Et il y a aussi désormais le fait que le consensus économique lui-même est en train d'évoluer. Je cite l'économiste Jean Pisani-Ferry, dont le rapport vient de sortir. S'il y a beaucoup de mauvaises raisons de s'endetter, le climat n'en fait pas partie. Il préconise une trentaine de milliards d'endettement par an à l'échelle nationale et nous, les collectivités, ne devons pas rester à l'écart. Et donc je crois que n'importe quelle collectivité qui aujourd'hui aurait les moyens de mener cette politique doit s'engager pleinement dans la transition. Deux exemples, si vous me permettez, pour être concret. Premièrement, sur la rénovation énergétique des logements. Nous sommes concernés au premier abord par le patrimoine de l'OPH. La politique qui a été retenue jusqu'à présent, c'est de s'adosser à la Caisse des dépôts, qui porte l'intégralité des nouveaux efforts. À mon sens, sur ce point, le PPI devrait être revu et nous, Metz Métropole, devrions prendre part fortement aux investissements de mise à niveau de ce patrimoine. Il faudrait viser, par exemple, de ne plus avoir de logements d'étiquette énergétique E ou F en 2029. Et j'ajoute qu'il ne faudrait pas financer ces rénovations par des ventes de patrimoine, qu'à ce titre, j'aurais aimé vous entendre, mais encore une fois, le président est absent, c'est dommage, sur le plan de vente de l'OPH, qui est passé de 145 logements au précédent plan de patrimoine à 200 avec le nouveau, soit une hausse de 38%. Et deuxième exemple sur le vélo. Vous vous félicitez aujourd'hui de ce PPI à 3 millions d'euros par an et d'un ratio de 15 euros par habitant, en oubliant de rappeler quand même que la seule passerelle Vadrino y contribue déjà à moitié, et surtout qu'elle n'est toujours pas là d'ailleurs. Mais là aussi, les choses bougent.
Les 15 € qui étaient une cible commune auparavant sont aujourd'hui la norme, la moyenne. Et les recommandations des acteurs du vélo montent maintenant à 30 € par habitant. Parce que les attentes vis-à-vis du vélo ont évolué, parce que ce PPI a été largement conçu avant les nouvelles politiques vélo du gouvernement ou sans prendre en compte les évolutions post-Covid, etc. Le plan vélo de la métropole de Strasbourg, c'est 100 millions d'euros à leur PPI, avec l'objectif de porter à 20% la part modale du vélo sur la métropole en 2030, alors que nous sommes à 3% ici. C'est pourquoi j'insiste à nouveau sur l'importance absolue de réaliser les aménagements cyclables lors de chaque rénovation de voirie que nous faisons. Nous avons fait beaucoup de rénovations de voirie, vous l'avez indiqué, en 2022. Sur l'illustration, je n'ai pas vu de piste cyclable, donc je ne sais pas si c'est une erreur de la photo ou si elle est sur le côté. Et surtout, de ne pas supprimer de pistes pour faire à la place des dépôts minutes, comme j'ai pu le lire par exemple concernant la situation à Jean 23. C'est le contraire qu'il faut faire et accepter qu'il faille parfois réduire l'espace de la voiture au profit des nouveaux modes de déplacement. Alors, messieurs les vice-présidents, face au changement climatique, face à la rapidité avec laquelle les crises se succèdent, je crois qu'il faut que nous sachions ajuster nos dispositifs et nos politiques en permanence. De ce point de vue, je vous appelle, ainsi que cette Assemblée, à reconsidérer l'ambition du PPI. Merci. Merci. Y a-t-il d'autres intentions si tu veux, Thierry. Oui, je fais juste quelques éléments. Pour Madame Grollet, juste une précision. Ne faites pas l'amalgame entre la ville-centre et la métropole. Alors certes, la ville-centre, comme beaucoup de collectivités, comme Marly, Montigny, d'autres, etc., ont beaucoup de bâtiments à prendre en compte, des luminaires, etc. Je veux dire que ce sont des contraintes que n'a pas automatiquement la métropole. D'ailleurs, la métropole n'a pas augmenté ses impôts parce qu'elle n'avait pas les mêmes contraintes que les communes par ailleurs. Je crois que c'est important, effectivement, de le voir. Et donc, faire... peut-être essayer d'habilement de faire le lien entre Metz et la métropole. C'est deux collectivités totalement différentes et il convient de ne pas faire cette différence. Monsieur Marchetti, oui, c'est important quand on utilise les deniers des contribuables, 3,7 millions d'euros pour les gens du voyage, c'est important. Oui, le RN a dit que je leur avais enlevé les mots de la bouche. Mais quelque part, si aujourd'hui il fait beau et je dis qu'il fait beau, j'imagine qu'eux aussi diront qu'il fait beau, qu'il y a du soleil et que c'est simplement un constat. Et moi, je fais un autre constat. Souvent, dans les votes ici de la métropole, vous mélangez vos voix avec les personnes que vous fustigez, le RN. Donc, faites un petit peu votre autocritique. Ça sera plus simple dans ce domaine-là, en tout cas. En ce qui concerne le PPI et la volonté de faire plus et mieux. D'abord, je rappelle que le PPU, finalement, n'a qu'un an de mise en place avec des contraintes. Je rappelle que 2022, on était encore avec le masque, en janvier-février, avec l'obligation de ne pas se réunir à plus de monde, etc. Je crois qu'on a été un peu freiné, encore même en 2022, en tout cas pour le début de cette année-là, pour investir. Donc le PPI va prendre bien évidemment son rythme de croisière, il l'a déjà pris cette année en tout cas, et puis en matière fiscale, et oui effectivement on constate que finalement nos prévisions ont été dépassées en matière fiscale, mais une hirondelle fiscale ou financière ne fait pas automatiquement un beau temps pérenne. Nous verrons la suite des événements. Enfin, pour les pistes cyclables, je sais que beaucoup d'entre nous ne font pas la différence entre voies vertes et pistes cyclables, mais nous intervenons dans les deux domaines et si vous n'avez pas vu la photo, vous n'avez peut-être pas entendu ce que nous avons mis dans ce domaine-là et dans les mobilités. Voilà, Monsieur le Président, ce que je pouvais répondre à nos collègues. Merci. En effet, donc
le compte administratif est, comme vous le savez, l'exacte photographie de l'exercice qui vient de s'achever, et donc il nous appartient bien entendu d'en faire le constat pur et simple. Et ce n'est pas évidemment d'un DOB dont il s'agit, mais on peut évidemment bien dire que s'agissant notamment d'un PPI, il est adaptable et il doit évoluer en fonction naturellement à la fois de la conjoncture, mais aussi donc de nouvelles politiques que l'exécutif et l'ensemble des élus souhaitent mettre en œuvre dans le cadre de la politique menée au niveau de l'intercommunalité. Ce que je voulais dire pour répondre à Madame Grollet s'agissant de Van Hall, vous savez qu'il y a une procédure qui s'appelle les appels d'offres, et que les seuls qui ont répondu de manière positive déjà à l'époque sur un matériel innovant, je le rappelle, qui était hybride et qui était en capacité de transporter plus de 100 personnes, c'était Van Hall. Et aujourd'hui, on nous a copié partout dans le monde, et donc ça fait référence. En tout cas, ça contribue aussi d'une certaine manière à l'attractivité et à l'image de la métropole. Sur la qualité des voiries, j'en conviens, nous avons été contraints par, à l'époque, les architectes de bâtiments de France de mettre des matériaux qui n'étaient pas forcément très, comment dirais-je, pérenne, voilà, pour être exactement poli. En tout cas, voilà, moi je crois là aujourd'hui que nous sommes sur une nouvelle programmation avec l'introduction de l'hydrogène comme mode de propulsion, et il est heureux que nous ayons pu avoir une réponse, car aujourd'hui, à ce que je sache, les entreprises françaises, par exemple, n'ont pas répondu, mais il s'agit d'un appel d'offres européen, et nous restons en Europe, et donc voilà, d'où l'investissement. Et en tout cas, moi, je peux témoigner, en tant que, pour la petite période qui a été la mienne, de la qualité des artisans, j'allais dire, mais c'est quasiment de l'artisanat, donc en tout cas des personnels qui travaillent pour la confection de chaque matériel roulant. Voilà ce que je voulais dire. Et s'agissant également de l'habitat social et de la manière dont on lutte, enfin sur un plan énergétique, je voudrais dire à M. Marchetti qu'il y a un plan qui est donc travaillé au niveau social, au niveau donc de notre SEM, et que donc de façon générale le logement social est mieux, entre guillemets, au niveau énergétique, et plus en capacité de pouvoir traiter mieux les choses que le parc privé. En tout cas, voilà, moi je crois que là, évidemment, il s'agit pour nous à la fois d'une prise de conscience, mais surtout d'être dans l'action. Et bon, moi je ne siège pas dans l'organisme, mais en tout cas, je sais le travail qui est effectué. Donc voilà, je crois qu'il faut maintenant continuer à accélérer, évidemment, sur ce domaine de la transition énergétique en particulier. Et je pense que cette crise de l'énergie, elle nous a tous mis un gros point d'interrogation, et surtout un bon coup de pied quelque part, pour pouvoir avancer plus vite sur un certain nombre de sujets. Donc je vais procéder au vote donc sur le compte de gestion dans un premier temps. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Il n'y en a pas. Sur le compte administratif, donc nous avons deux motions. La première motion, y a-t-il des oppositions, des abstentions, oppositions? Donc voilà. Donc il vote pareil. Voilà. Et puis donc la motion numéro 2. C'est drôle, hein? Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Ah, pareil. Voilà, c'est pareil vote aussi. identique. Je vous remercie. En tout cas, on peut faire revenir François Grosdidier. Oui, je crois. Et j'ai encore 2 points. Voilà, il me semble.
Il convient de procéder à l'affectation du résultat constaté sur chacun d'eux, conformément au tableau présenté dans le rapport de la délibération. Donc je ne vais pas relire l'ensemble des tableaux, il me semble que vous savez le faire. Je donnerai juste un élément. Suite à la clôture du budget annexe eau potable, le résultat de ce dernier est intégré au budget principal. C'est la seule différence et tout le reste, vous l'avez lu et les motions sont en conséquence, Monsieur le Président. Bien. Demande d'intervention? Non. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc, unanimité. Alors, point numéro 10. 8. C'est la répartition du résultat de l'actif et du passif du budget annexe eau potable entre la Régie de l'eau de Metz Métropole et le syndicat des eaux de la région Messine. Thierry Horry. Bien, eh bien, il s'agit de la dissolution du budget annexe eau potable de l'Eurométropole qui est intervenue au 31 décembre 2022. Il convient de reverser le résultat de ce dernier aux structures en charge de la gestion de l'eau potable. Il y a la Régie de l'eau de Metz Métropole et le syndicat des eaux de la région Messine. Le résultat final à reverser à la Régie s'élève à 125 927,03, dont 134 743,60 en fonctionnement. Le reste, c'est-à-dire moins 8 816,57 en investissement. Et pour le syndicat, le résultat est de 123 642,58, dont 132 299,21 en fonctionnement et moins 8 656,63 en investissement. Il convient également de répartir l'actif et le passif du budget annexe entre ces deux structures conformément au tableau annexe et donc les deux motions sont en conséquence, Monsieur le Président. Alors, est-ce que pour les syndicats mixtes, on est en conflit d'intérêts? Potentiellement. Comment? Pas pour le budget? D'accord. Pas pour cet objet. Bon. Bien. Alors, qui demande la parole? Personne? Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité. Donc, on passe au point numéro 11. Donc, qui est la communication des délibérations prises par le bureau sur délégation du Conseil métropolitain. Et le point 12 est la communication des décisions prises par l'exécutif. Bon. Et alors, nous avons deux propositions, deux projets de motion déposés, l'un par le groupe Uni pour la métropole et l'autre par le groupe l'Eurométropole au service des communes. Alors, je laisse le groupe Uni présenter sa motion. S'il vous plaît, la séance n'est pas terminée. Je vous demanderai de faire silence. Ouais. C'est quoi? Pourquoi il y a deux motions? Merci, Monsieur le Président. Je voulais savoir dans un premier temps si vous aviez vu notre proposition d'amendement à votre propre motion, puisqu'elle se rapproche. Attendez, alors, j'ai... Il faudrait peut-être quand même, parce que je ne l'ai pas sous les yeux, qu'on a au moins en version numérique. Je vous propose quand même de lire les motions, parce que nos collègues puissent participer au débat. Bien sûr, elles sont sur des deux motions originelles. Oui. Et effectivement, vous avez fait une proposition d'amendement à la nôtre pour en faire une synthèse. C'est ça. Alors, à l'occasion de la visite du président directeur général de Stellantis à Metz, jeudi 27 avril dernier, plusieurs syndicats ont fait part de leurs craintes sur l'avenir de l'emploi sur le site. Ce site industriel historique de production de boîtes de vitesse a été créé à la fin des années 60 et demeure le premier employeur industriel de la métropole. La production des boîtes de vitesse historiques MA et ML, qui représentaient encore en 2022 l'ensemble de l'activité du site, devrait fortement baisser dans les années à venir pour passer de 900 salariés à 250 en 2025-2026 et seule une petite production de boîtes ML restera sur le site à cet horizon. En parallèle, la montée en charge de l'IDCT se poursuit et devrait employer 540 personnes en 2024, mais ne pourra assurer l'avenir du site au-delà de 2030, ces boîtes étant destinées à des véhicules hybrides et non électriques.
Au total, d'ici 2030, ce sont donc 360 emplois qui seraient supprimés sur le site Stellantis de Metz. D'autres exemples sur le territoire mosellan, Holosolis à Ambar, Infinite Loop à Saint-Avold, démontrent à contrario que la transition écologique peut être pourvoyeuse d'emplois et qu'aucune fatalité ne doit justifier que le passage à l'électrique entraîne la suppression de 40% des postes à Stellantis Metz. En conséquence, nous, élus de la métropole de Metz, réaffirmons notre soutien aux salariés de ce site industriel capital pour notre territoire et souhaitons que par leur action conjointe, Stellantis et l'État y garantissent durablement le maintien de l'activité et de l'emploi par le développement de la filière électrique. Bien, donc moi je vais lire la motion que nous proposons, qui est la suivante. Donc la décarbonation des activités humaines est devenue un élément central des politiques publiques locales, mais aussi nationales et internationales. La filière automobile, par le volume de ses productions industrielles et le type de produits qu'elle commercialise, est directement impactée par cette évolution. Le déclin de la voiture thermique est amorcé. Sa fin est programmée dans l'Union européenne. Cela amène les fabricants automobiles à reconsidérer totalement leur production. Cela doit aussi amener tous les acteurs publics, États, régions, départements, EPCI, à considérer la manière dont ces mutations peuvent être accompagnées sur le terrain de l'emploi. C'est là toute l'ambition d'Eurométropole de Metz, dans le cadre des compétences qui sont les siennes, accompagner ces mutations écologiques, énergétiques, industrielles, économiques et sociales, afin d'en garantir l'ancrage dans l'économie réelle, créatrice d'activités d'emploi. Dans cet esprit, le groupe Stellantis, l'un des plus grands employeurs du territoire métropolitain et de toute la Lorraine Nord, a fortement engagé la conversion de ses sites de production vers les véhicules hybrides et électriques. Les deux sites Stellantis de l'arrondissement de Metz, Trémery et Metz-Borny, sont concernés. L'usine de Metz-Borny notamment, produisant les boîtes de vitesse MA et ML, emploie 875 salariés. D'ici à 2025-2026, cette production ne devrait plus mobiliser que 250 salariés, soit 625 de moins. Parallèlement, la montée en charge des boîtes IDCT doit générer la création de 540 nouveaux emplois. Le solde serait donc négatif de 85 emplois. Le Conseil métropolitain appelle donc la direction de Stellantis à un travail conjoint pour maintenir et développer l'emploi sur son site. Stellantis a ainsi mis en place des dispositifs pour accompagner ses salariés dans les mutations que connaissent leurs métiers, en misant sur des montées de qualification et en compétences et sur des mobilités à l'intérieur des différents sites du groupe. Le Conseil métropolitain est par ailleurs sensible aux difficultés qu'éprouve Stellantis, comme beaucoup d'autres employeurs, à trouver la ressource humaine qu'elle est susceptible d'embaucher. Le défi au passage à l'électrique est à la fois source de risques pour les salariés et d'opportunités pour celles et ceux en recherche active d'un emploi durable. Face à ce défi, les dirigeants de Stellantis ont récemment fait part des difficultés rencontrées pour pourvoir les postes ouverts, alors qu'ils expriment le souhait d'employer davantage de salariés locaux. C'est pourquoi les services de l'Eurométropole de Metz et d'Inspire Metz seront mobilisés ces prochains mois en vue de rassembler les différents acteurs de l'emploi autour de cette ambition commune, mettre en valeur et offrir de nouvelles perspectives d'emploi dans le secteur des véhicules électriques. Si rien ne se perd, rien ne se crée, il convient d'accompagner au mieux les transformations nécessaires en prenant soin à ce que personne ne se trouve abandonné sur la route du progrès. Le Conseil de l'Eurométropole de Metz, dont les services agents de centralité seront pleinement mobilisés, en effet appelle le groupe Stellantis à investir sur son territoire, l'État et son service public de l'emploi et l'éducation nationale, la région Grand Est compétente pour la formation professionnelle, le département de la Moselle compétent pour l'insertion, les partenaires de la métropole dont la mission locale, les acteurs de l'insertion et de la formation à travailler de concert à cet objectif. Alors, vous nous proposez effectivement de rejoindre notre motion en ajoutant, le solde serait donc négatif de 85 emplois en rajoutant donc dès 2026 et en ajoutant les craintes syndicales s'exprimant en outre à l'horizon 2030 avec la fin des
MAML, 250 emplois, et rappelle que même le DCT a vocation à être installé sur des véhicules hybrides et non 100% électriques, alors que le plan d'Arforward de Stellantis vise une production 100% électrique en Europe à cette échéance. Moi, je n'ai pas d'objection à ce qu'on rajoute votre alinéa derrière les 85 emplois. Mais je voudrais cependant tout de même vous faire des observations. La première, c'est que je suis très sensible à votre attention sur l'emploi, mais je la trouve un peu fort de café quand vous nous avez tout fait pour que nous refusions les 4200 emplois qui ont été créés sur Frascati dans l'Eurométropole et qui représentent aujourd'hui plus du double des emplois sur les 2 sites aujourd'hui de Stellantis. Quand je dis des 2 sites, c'est sur le pays messin. Et ça correspond à ce qu'a représenté l'usine Stellantis de Trémery, qui était à l'époque Citroën, au maximum de son activité, qui était à l'ordre de 4000 emplois. Donc c'est bien de se battre pour l'emploi, nous le partageons, mais j'aimerais un peu plus de cohérence dans ce combat pour l'emploi. La deuxième observation, c'est que moi j'étais de ceux, et certains écologistes m'avaient attaqué sur ce sujet, qui défendaient au moins une transition longue sur l'hybride. Tant j'ai été partisan très tôt d'hybride, je me suis mis d'ailleurs à l'hybride quand il n'y avait que la Prius qui existait en hybride, donc il y a très longtemps, persuadé que c'était un mode très intelligent qui consistait à utiliser 2 fois l'énergie, une fois déjà en locomotion en motricité directe, puis une deuxième fois qu'on avait fait l'électricité avec en le réutilisant, en considérant que c'était, surtout quand l'hybride est devenu rechargeable, déjà une réponse très appropriée à la lutte contre les gaz d'échappement en ville, puisqu'on peut faire de la conduite urbaine avec l'hybride. Mais que la réserve du thermique sur les trajets longs était utile, et j'ai pensé que l'Europe, après avoir longtemps été plutôt à l'écoute de l'industrie automobile, a basculé en une fois sur le tout électrique très rapidement, en laissant assez peu de temps à l'hybride. Le groupe Stellantis, PSA avant, avait pris le parti de l'hybride. Contrairement à Renault, d'ailleurs, je m'étonnais que Carlos Ghosn n'y croit pas du tout, parce que ça me semblait intelligent, et Carlos Ghosn avait dit « je passerai directement du thermique au tout électrique ». En fait, c'est lui qui a eu raison, comme s'il avait prévu l'évolution au cadre européen. Effectivement, on peut être effectivement assez inquiet de ce que l'hybride soit finalement à moyen terme, et un terme qui viendra assez vite, complètement condamné en Europe, et peut-être activement avec des difficultés sociales et même, j'allais dire, difficultés d'organisation pour passer au tout électrique. On va passer très vite d'un marché à l'autre. Il faut que la production électrique suive, l'électricité renouvelable, mais je vois aussi votre opposition parfois au développement des énergies renouvelables, ce qui est évident, donc je ne vois pas trop bien votre démarche, votre cohérence globale. Hein. Quand on est à la fois contre certains emplois, quand on est contre le photovoltaïque, quand on contre et en même temps quand on semble regretter un passage aussi rapide au tout électrique, en tout cas ses conséquences. Il est évident qu'à partir du moment où l'Europe fait le choix du tout électrique, Stellantis, qui est un groupe mondial, risque de continuer à construire des thermiques, mais pas en Europe. Je veux dire, et on va se trouver à schéma renversé par rapport à la situation actuelle, où c'est plutôt le thermique qui était produit chez nous, parce qu'il avait toujours été produit chez nous, et c'est en Chine qu'était produit l'électrique, parce que les batteries sont en Chine. On va commencer à se mettre enfin à produire des batteries en Europe et en France, mais on risque effectivement de se retrouver à schéma renversé. Donc voilà les commentaires que je voulais vous faire. Je retiens cependant qu'on peut faire consensus sur cette motion, et qu'il ne s'agit pas, parce qu'il y a aussi parfois un peu votre attitude vis-à-vis des entreprises, d'être soit dans la critique ou soit dans l'incantation. Il faut que nous soyons
l'accompagnement, c'est vrai qu'à la fois nous battons pour l'emploi et en même temps nous avons des entreprises qui recherchent vainement de la main-d'œuvre qualifiée. Il a fallu aujourd'hui, Stellantis fait venir des ouvriers des Hauts-de-France. C'est-à-dire, ou alors à recours, effectivement, demandeuse d'une immigration plus forte, parce qu'elle ne trouve pas la main-d'œuvre qualifiée chez nous, ce qui est un paradoxe complet. C'est pour ça que je veux absolument que nous mobilisions avec le service public de l'emploi, avec la mission locale, et je le dis avec tous ceux qui ont une responsabilité dans le domaine de l'insertion et de la formation, parce qu'on est dans une situation, une fois de plus, complètement paradoxale. Et sur les métiers là de l'électrique, qui sont des métiers d'avenir. Parce qu'effectivement, si nous réussissons à être suffisamment attractifs pour l'industriel, les critères d'implantation d'un industriel aujourd'hui, c'est pas seulement, ça compte, c'est pas seulement la fiscalité, c'est pas seulement le coût du travail avec les charges, c'est la possibilité de recruter la main-d'œuvre qualifiée qu'ils recherchent. Nous risquons d'avoir encore longtemps un coût du travail plus élevé que d'autres. La qualité, la motivation et la qualification de la main-d'œuvre chez nous doit redevenir un atout. Dans une région en plus qui est de tradition industrielle, mais où après bien des restructurations, l'industrie a fini par avoir une très mauvaise presse. Donc il faut absolument que nous retravaillions. Nous pourrons convaincre les Stellantis en premier lieu d'investir chez nous si les problèmes de recrutement sont plus faciles à régler qu'ailleurs. Oui, on va vers la disparition d'emplois. Pour l'instant, si rien n'est fait, même si heureusement qu'on a eu les investissements, je rappelle d'abord même à Trémery. On s'est tous battus, et je me suis battu avec Dominique Gros, avec Jean-Luc Boll, avec Julien Freiburger à Rive-de-Moselle. On s'est battus ensemble pour avoir déjà autre chose que du diesel. Je rappelle qu'à Trémery, c'était que du diesel. Et quand on a obtenu la ligne de production du 3 cylindres essence, qui est très utilisée d'ailleurs dans les combinaisons hybrides, ou sur les petits véhicules qui aujourd'hui abandonnent les ailes et reviennent au thermique. Bon, on s'est battu, on l'a gagné contre Vigo, qui présentait beaucoup d'avantages compétitifs, notamment en matière de coût du travail. Il y a eu d'abord nos deux collectivités, Rive-de-Moselle et Metz Métropole, mis un peu à la poche indirectement en acquérant des terrains, dont, à Borny. Notamment à Borny. Et il y avait la région. Bon, et voilà, la région et le département. Le département n'a pas pu bloquer par la loi NOTRe. Il avait prévu de les mettre, mais la loi NOTRe l'empêchait de le faire. La région a mis d'autant plus pour que nous y arrivions. Mais ce n'était pas évident au départ. Hein. On craignait qu'avec la disparition du diesel, tout disparaisse. On a réussi ça. Il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à obtenir encore des investissements sur la transition vers le tout électrique. Et de la même façon à Borny, on peut être tous d'accord, on a quand même, ça je dois dire qu'à court terme, c'est pas 250 emplois qui disparaissent, c'est 85. C'est peu, mais c'est quand même ça, et à terme, ça peut effectivement être davantage. Je crois que c'est sur une démarche beaucoup plus proactive avec Stellantis, qui est une entreprise, en plus dont les centres de décision sont très éloignés. Hein. C'est déjà jamais évident, moi qui me suis beaucoup occupé d'industrie en Lorraine. Quand les centres de décision étaient en Lorraine, c'était facile. Quand ils étaient à Paris, à la Défense, ça devenait beaucoup plus compliqué. Aujourd'hui, ils sont à l'étranger. Donc, nous arrivons à gagner que quand nous sommes objectivement les meilleurs, et pas simplement quand nous avons gagné la sympathie. Voilà. Donc, c'est ce auquel nous devons travailler pour préserver l'emploi et faire que la transition écologique, qui n'est pas en soi, si elle n'est pas pensée en termes de décroissance, mais en termes d'une autre croissance, qui n'est pas forcément destructrice d'emploi. La transition écologique pensée en termes de décroissance, ce qu'on appelait d'ailleurs par son vrai mot la récession,
ce qui était le contraire de la croissance, celle-là ne peut que générer des drames sociaux. La transition écologique qui consiste à une autre croissance, effectivement, doit pouvoir générer des emplois. Notre combat, c'est qu'elle crée au moins autant d'emplois chez nous qu'on en perd et qu'on ne les perde pas ici pour qu'ils se créent ailleurs. Je vais répondre, M. Marchetti. Merci, Monsieur le Président. Bon, écoutez, je le regrette, hein, je ne peux que déplorer. Voilà, on a une motion qui est consensuelle maintenant. Je pense que c'était l'essentiel, mais manifestement, voilà, vous souhaitez absolument insérer du conflit dans cette discussion, du conflit politique. Alors, on peut essayer de vous répondre. Vous parlez de cohérence. Vous avez dans votre majorité une députée européenne qui a voté contre le 100% électrique en 2035, l'électrique que vous défendez donc aujourd'hui. Donc bon, effectivement, la cohérence de votre côté n'est pas parfaite non plus. Puis un parti LR auquel vous apparteniez jusqu'à il n'y a pas très longtemps, qui n'a absolument jamais rien fait pour le développement de l'électrique et qui au contraire défendait le diesel quand les écolos étaient bien les seuls à sonner l'alerte sur la pollution du diesel. Concernant Amazon, alors effectivement, je ne mets pas Amazon et Stellantis sur le même plan, c'est vrai. C'est vrai. Parce que je considère qu'on a d'un côté un acteur industriel et puis de l'autre un acteur qui est essentiellement commercial et qui commercialise des biens produits à bas coût dans des pays extrêmement lointains avec des émissions de CO2 gigantesques. Donc effectivement, je ne mets pas Amazon et Stellantis sur le même plan. On a par ailleurs avec Stellantis de la valeur ajoutée qui est par le travail des ouvriers sur place, qui est produite directement sur le territoire. Voilà, donc je regrette à nouveau cette recherche permanente du conflit et je souligne qu'effectivement nous signerons avec plaisir cette motion consensuelle du Conseil métropolitain. Vous m'amusez beaucoup, M. Marchetti, parce que quand vous dites que je suis à la recherche permanente du conflit, non. Je ne le cherche pas et c'est plutôt là, vous avez souhaité qu'on amende notre motion. Vous faites comme si vous étiez toujours dans le consensus. Vous êtes systématiquement, vous l'êtes un peu moins sur ce point. Je n'ai pas assisté au débat sur le compte administratif, mais je doute qu'il montrait d'un grand consensus. Je suppose même que vous ayez pu me reprocher de ne pas faire beaucoup plus ce que vous ne faisiez pas avant. Voilà. Donc, puisque c'est l'éternel ritournelle et que vous n'êtes jamais ou très rarement dans l'attitude constructive. Là, vous l'êtes davantage. Mais par ailleurs, moi, je ne réfute jamais le débat. Et là, nous sommes sur un débat de fond, excusez-moi de le faire. Le débat, et je le fais en disant franchement ce que je pense, mais sans aucune attaque ad hominem, sans agressivité. Dans une assemblée, on doit quand même pouvoir dire les choses. Mais on le dit simplement sur un ton, sur les arguments, et je n'ai cessé de développer des arguments. Il n'y a pas d'invective, comme de nom d'oiseau, comme vous m'en sortez plus souvent conseil municipal d'ailleurs qu'au conseil métropolitain. Il n'y a jamais manque de considération pour les personnes. Simplement, on peut quand même dire les choses. Oui, je m'étonne et je m'étonnerai toujours que vous défendiez avec autant d'acharnement la 95 emplois et à terme de 150 en rejetant 4200 et je continue à dire qu'il n'y a pas de cohérence. Alors si vous parlez d'un manque de cohérence de notre part, d'abord la députée européenne auquel vous faites référence défendait une période, comme je pense que c'est nécessaire, plus longue sur l'hybride et non pas le tout électrique tout de suite. Voilà. Et c'est le point de vue qu'elle a défendu et parce que c'est ce qui paraissait plus rationnel sur un plan général et aussi effectivement, ce qui, vous l'avez évoqué vous-même, correspond à une nécessité vitale pour notre propre entreprise à Metz et pour celle de Trémery. Donc il n'y a pas de contradiction. Moi j'ai défendu un passage à l'électrique toute ma vie, mais en passant par période plus longue à l'hybride et en s'intéressant, ce qui ne semble vous enthousiasmer moins que moi, à l'hydrogène, qui est une solution pour le transport lourd et qui pourrait l'être aussi
sur le transport léger. C'est certes plus énergivore, mais c'est plus propre. On n'a pas le problème des batteries. Mais ça suppose un très fort développement de l'énergie électrique que vous ne semblez pas non plus appeler de vos voeux, puisque quand je discute avec étant proches de vous, ils sont plutôt disant il faut de la sobriété moins consommer et non pas produire plus, même si c'est de l'électricité renouvelable. Or que je pense que pour cette transition, il vaut mieux produire beaucoup plus d'énergie propre, y compris pour adopter les modes de transport à l'hydrogène. Et je trouve que ce que vous dites sur Amazon et Stellantis, c'est inexact. D'abord, vous avez une concentration, c'est le cas d'ailleurs avec Stellantis qui produit pour le monde entier et au moins pour toute l'Europe, maintenant qu'elle est dans une entreprise qui est beaucoup plus mondiale, mais les produits manufacturés ne peuvent pas faire l'objet de circuits courts. Et surtout s'ils sont sophistiqués. Donc je suis à fond pour le développement des circuits courts sur les produits agricoles, sur des produits artisanaux, sur tout ce qui peut l'être, mais c'est complètement illusoire de penser que l'on peut défendre des logiques de circuits courts sur les produits manufacturés, surtout quand ils sont sophistiqués. Partir de là, ça veut dire qu'on développe la logistique. Après ça, l'e-commerce est un phénomène dont je ne sais pas, ça se discute s'il est finalement beaucoup plus nocif à l'environnement. Il est certainement nocif aux emplois du commerce de détail. D'ailleurs, comme la grande distribution avait été nocif au commerce indépendant. Mais il recrée des emplois dans la logistique. Mais quand vous faites venir un produit manufacturé, que vous le livriez directement à domicile, quand il vient du bout du monde, ou que le livriez au magasin de détail, qui lui-même va le faire et dans lequel les gens vont aller en utilisant des modes de transport pour aller le chercher, je veux dire, votre théorie qui consiste à dire que l'e-commerce est à 100% condamnable et que le commerce, y compris de la grande distribution, que vous pouviez critiquer par ailleurs, est 100% vertueux, est quelque chose qui me paraît inexact. Et quant à la question de la valeur ajoutée, excusez-moi, elle est très forte sur les travailleurs de l'industrie automobile, mais vous ne pouvez pas nier la valeur ajoutée des salariés d'Amazon et des salariés de la logistique. C'est un vrai métier, c'est des métiers d'ailleurs de plus sophistiqués, de plus en plus techniques et qui méritent d'être respectés parce qu'ils génèrent aussi de la valeur ajoutée. Et d'ailleurs aujourd'hui la frontière entre l'industrie de production et la logistique est de plus en plus poreuse puisqu'on est souvent dans de l'assemblage de la logistique et on peut aussi inverser la chose. L'e-commerce a permis aussi à des producteurs plus nombreux et plus petits d'avoir accès au marché global que la grande distribution, compte tenu de la place limitée des rayonnages, ne permettait pas d'accéder, ne donnait pas de chance sur le marché. Donc effectivement, au moins le mérite des débats qu'on a, ça nous permet d'éviter d'avoir des visions réductionnistes, d'avoir des visions un peu manichéennes. Voilà, le monde économique comme le monde, comme la nature d'ailleurs, l'est infiniment plus complexe qu'on le croit généralement. Nous essayons simplement de faire les meilleurs choix à chaque fois, dans les meilleurs compromis, et de soutenir l'emploi dans une optique de transition écologique. Donc voilà, si on peut tous se retrouver sur cette motion, même si sur l'analyse des phénomènes économiques, nous ne tomberons pas d'accord aujourd'hui, mais c'est la démocratie. Voilà, et c'est pas être dans la polémique que de pas cacher nos divergences et de pouvoir souligner des convergences. J'aimerais d'ailleurs qu'on signe plus souvent des convergences, parce que j'ai même parfois le sentiment que quand il pourrait y en avoir, vous cherchez à ce qu'il n'y en ait pas. Tant mieux si aujourd'hui je salue votre démarche, consiste à plutôt amender notre texte. Et donc, si vous voulez bien, je ne propose pas au vote votre motion, mais je propose la nôtre ainsi amendée. Voilà. OK. Bon, donc je mets bon, j'ai lu l'amendement, je n'ai pas besoin de relire. Voilà, donc je mets au vote la motion voilà, amendée. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je lève la séance et vous souhaite une bonne fin de soirée.